Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Après Kinshasa, Faure Gnassingbé à Kigali pour sa mission de paix. Et le chef de l'État togolais est désigné comme médiateur de l'Union africaine dans la crise qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda. Effectue donc une mission à Kigali après la première étape qui a eu lieu à Kinshasa. Selon un communiqué du gouvernement, je vais vous donner lecture de quelques portions du communiqué et ouvrir donc le débat avec nos invités. Le président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, effectue ce lundi 21 avril 2025 une mission diplomatique à Kigali pour des consultations avec le président Paul Kagame. Le chef de l'État aura des entretiens en tête-à-tête avec son homologue rwandais sur les causes, les conséquences et les implications des différents acteurs régionaux dans le conflit armé dans l'est de la RDC. L'ambition du Togo est de poser les bases d'un dialogue constructif et d'une réconciliation durable pour une résolution pacifique de cette crise qui secoue la région des Grands Lacs. Je vais m'arrêter là pour le communiquer puisqu'on avait juste besoin de l'essentiel. Et donc, chers invités, la parole est à vous. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Faure Gnassingbé continue sa mission de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, bon, c'est de bonne guerre, hein, parce que c'est une mission assez difficile, assez compliquée d'arriver quand même à résorber cette crise dans l'est du Congo entre le Rwanda, la RDC et puis le M23. Je pense que depuis la nomination du chef de l'État comme émissaire de l'Union africaine, proposé par João Lourenço et plébiscité par ses pairs, il a quand même essayé de rencontrer les principaux acteurs. Il continue d'ailleurs de les rencontrer. D'abord, il a été chez l'ex-médiateur João Lourenço pour prendre quand même le pouls de la situation, savoir à quel niveau il était par rapport à la médiation. Après, il s'est rendu à Kinshasa voir Félix Tshisekedi pour discuter aussi avec lui. Et maintenant, chez Paul Kagame aussi, l'un aussi des protagonistes dans cette crise-là. Je pense que c'est de bonne guerre, c'est une très belle chose pour le chef de l'État, surtout pour ces partis en conflit-là, de pouvoir rencontrer le médiateur, de leur dire leurs desiderata et surtout aussi de parler des points qu'ils ont déjà eu à discuter. Et là, ça va permettre au chef de l'État togolais, son excellent Faure Gnassingbé, de savoir par quel bout il faut prendre la situation et comment arriver à résoudre le problème. Peut-être que dans les prochains jours, il va aussi tenter de rencontrer les responsables de l'AFC et du M23 aussi pour voir dans quelle mesure il peut les inclure, puisque lors de la rencontre de Doha, on avait vu les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, discuter, mais par après, le M23 et l'AFC aussi avaient demandé à ce qu'ils soient inclus quand même dans la discussion, ce qui fut fait. Donc je pense que les portes de la discussion seront toujours ouvertes pour le chef de l'État togolais, quelqu'un qui maîtrise, qui a quand même la maestria de la négociation et de la médiation. Tout ce que nous pouvons faire, même si on sait que ça va être très difficile, tout ce que nous pouvons faire, c'est que nos bonnes ondes puissent l'accompagner dans cette mission assez noble-là d'apporteurs de paix entre les gens qui sont quand même en conflit. Donc pour moi, c'est ce qui se fait normalement, même quand on dit résoudre les problèmes à l'africaine, c'est ce qui se fait normalement quand deux personnes ou bien trois personnes sont en conflit et tu essaies de les rencontrer individuellement. Après, tu les rassembles pour pouvoir discuter avec eux et essayer de résoudre le problème. Donc, je pense que c'est une manière aussi pour l'Union africaine d'exister dans ce conflit-là et surtout essayer quand même de résoudre le problème à l'africaine. Donc, je pense que le chef de l'État togolais est en train de prendre quand même le pouls de la situation et peut-être dans l'avenir on va assister à une table ronde entre les différentes parties, c'est-à-dire la RDC, le Rwanda, l'AFC et le M23. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de Gabin Adjaro. Adam. Oui. Je pense que, vous savez, la complexité de ce dialogue où
de cette mission qu'entamait le président Faure Gnassingbé n'étonne personne. Mais justement, au regard du fait que le président Faure Gnassingbé n'a pas été choisi au hasard, c'est justement compte tenu de son pédigré en ce qui concerne les médiations qu'il a eu donc à mener, qu'il a eu donc à réussir, qu'il a été donc choisi. Mais au même moment, je pense quand même qu'il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en jeu, qui, de mon point de vue, en rajoutent à cette complexité, notamment ce dernier rebondissement lié à cette affaire entre Kabila, Joseph Kabila, Tshisekedi, après que le président Faure Gnassingbé est mené, ou pratiquement a fait ce premier tour en République démocratique du Congo dans le cadre de cette médiation, et qui a eu donc résurgence de cette question, même si on sait en réalité que c'est une question qui pourrait être appréciée comme étant une question interne. Nous savons véritablement que ce sont des questions, puisque nous parlons de partis politiques, nous parlons des acteurs qui ont eu donc à gouverner le pays, nous parlons des gens qui sont aujourd'hui frustrés du fait que on se dit c'est un parti politique qui est enraciné en RDC. Je veux parler du parti politique de Joseph Kabila. Et justement, lorsqu'on vient du jour au lendemain dire quand même que les activités de ce parti politique-là sont interdites, naturellement que les gens sont frustrés, ça révolte également. Donc justement, c'est pourquoi je disais cela vient en rajouter également d'autres éléments dans la complexité de cette crise-là. Mais quand cela ne tient, nous savons que avec ce voyage à Kigali, et justement, et on dit que Joseph Kabila, qui aujourd'hui se trouve être au centre de tous les regards, lié au fait que on lui prête peut-être des intentions, puisque au jour d'aujourd'hui, nous savons que même si les analyses nous permettent d'une manière ou d'une autre, à défaut, ou à tort ou à défaut, de pouvoir donc dire que Joseph Kabila lui-même, comme je l'ai dit, lorsqu'on abordait ce sujet-là, lui-même avait dit qu'il viendrait donc en RDC et en passant par Goma. Et nous disons quand même que passer par Goma voudrait dire quand même que on n'est pas trop loin de Kigali. Est-ce que le président Faure Gnassingbé va directement reverser ces nouveaux éléments dans sa médiation? Personne ne saurait le dire, mais justement, je me dis, ce sont des éléments à prendre en compte dans cette médiation-là, parce qu'il y a plus de frustration qu'on le pensait. Il y a des gens également aujourd'hui qui sont remontés. Nous avons entendu les cris de détresse des uns et des autres liés à cela. Mais ce nouveau voyage, je pense que c'est une question qui ne va pas être occultée. Si tel est qu'il y aura donc des opportunités pour Joseph Kabila, que nous connaissons très bien, qui également entretenait de très bonnes relations avec le président Faure Gnassingbé par le passé. Donc je pense que ces éléments-là, avec ce voyage à Kigali, permettent de pouvoir donc quitter tous ces éléments. Mais la grande question, le principal élément, c'est qu'il rencontre Paul Kagame. Oui, tout à fait. Nous savons que dans tout cela, parce que avant même ce voyage, nous avons vu le président Faure Gnassingbé mener, je pense, 2 voyages à Kigali. Donc je me dis, c'est ce qui a fait que Kigali était donc chez le dernier maillon à pouvoir visiter, pour voir maintenant, parce qu'il faut, à l'entame d'une négociation, il faudrait quand même concerter les acteurs en amont, voir quand même les clichés porteurs pour faire en sorte que les 2 acteurs puissent se réunir. Et je pense que si Tshisekedi et Paul Kagame se sont déjà rencontrés à Doha, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il pourrait avoir d'autres éléments qui plaideraient en défaveur du fait que les 2 acteurs ne puissent pas se rencontrer autour d'une table, bien évidemment, pour discuter de la question. Maintenant, Gabin le disait tantôt, puisque le M23 avait sollicité être un acteur clé dans les discussions. Est-ce qu'aujourd'hui, Paul Tshisekedi, qui depuis des lustres avait estimé qu'au lieu de discuter avec l'élève, il faudrait donc discuter avec le maître directement. Est-ce qu'il serait prêt à pouvoir mener autour d'une table? Puisque ce sont les 3 acteurs. Moi, je me dis, il faut attaquer le mal. Le mal aujourd'hui, c'est le M23 qu'on connaît. Même si des éléments, on a apporté des éléments, et je pense plus ou moins que Kigali ne nie pas, en tout cas de facto, le soutien, comme ce fut par le passé, où il n'y avait pas des éléments, ne nie pas de facto le soutien au M23. Donc aujourd'hui, je pense que les 3 acteurs sont nécessaires dans cette médiation-là. Et pour autant, comment amener Félix Tshisekedi à pouvoir, autour d'une table, discuter avec le M23, puisque discuter avec Paul Kagame
seul ne suffirait pas à résoudre cette crise-là. Il faudrait quand même qu'on compte, ou qu'on prenne en compte le M23 dans cette discussion. C'est là où je trouve véritablement l'ambiguïté de cette Je pense que la tâche du président Faure, c'est de créer des occasions de discussion entre Félix Tshisekedi et du moins la République démocratique du Congo et le Rwanda. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose. Gabin Adjao, Sanaveuyel, excusez-moi, Sanaveuyel, ça dure tout d'abord votre intervention avant que je ne me permette de faire un deuxième tour. Merci pour cette tentative échouée de m'invisibiliser. Et donc, tout d'abord, il faut souhaiter une bonne réussite de cette médiation à notre président de la République et que Dieu l'assiste, le protège et l'élève davantage. Je pense que naturellement, pour résoudre un conflit, il faut aller à l'écoute des protagonistes, les raisons profondes. Et donc, moi, je ne pense pas qu'en réalité, que c'est le M23 qui soit le problème. Parce que lorsque nous allons dans l'analyse factuelle, c'est une situation qui a entraîné la création du M23 par 4 hauts gradés congolais. Et au départ, il y avait certaines revendications. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les revendications, tout était confondu. Et c'est une situation même à laquelle le président Kabila a été confronté à un moment donné. Oui. Donc on ne saurait dire qu'en réalité que ce soit juste le Rwanda qui tire des ficelles. Peut-être que les acteurs Rwanda, Kabila, eux viennent profiter d'une situation déjà préexistante. Donc naturellement il va falloir aussi consulter aussi les leaders de ce mouvement du M23. Maintenant, sachant que ce soit une situation politique d'abord, une crise politique qui a entraîné la création de ce mouvement-là, auquel il y a eu d'autres alliés comme le AFC, etc., est-ce que dans ce contexte, prendre des mesures restrictives en interdisant les activités d'un parti politique ne risque pas encore de créer d'une nouvelle crise politique qui vient s'ajouter à la liste des revendications déjà préexistantes. C'est vrai, Adam l'a dit tantôt, que ça va être un nouvel élément à rajouter aux contraintes du négociateur, notre président de la République. Mais tout compte fait, moi je pense qu'il serait intéressant que tous les acteurs soient consultés. Aujourd'hui, le M23, ils détiennent 2 villes très riches. Et donc, comment les amener à laisser les armes? Comment les engager dans un processus de paix, sachant que ils ont comment on appelle ça? Ils ont un certain rapport de force à leur avantage. Aujourd'hui, ils détiennent des ressources financières, ils maîtrisent des mines, ils ont accès à cela. Comment est-ce qu'on peut les engager dans un processus de paix sans qu'il n'y ait des conditions de paix qui soient créées, sans qu'il n'y ait l'apaisement politique voulu? Et je pense que c'est des questions qu'il va falloir creuser pour qu'effectivement cette médiation puisse arriver à bon port. Oui, maintenant, Gabin, vous pouvez réagir. Oui, qui parle de négociation, parle de concession. Il va falloir, c'est vrai, le chef de l'État togolais, il fera ce qu'il peut, hein, mais est-ce que les 2 parties ou bien les 3 parties seront quand même disposés à faire des concessions pour
pourquoi pas? Bon, à un moment donné, ils vont se dire, je ne veux pas être le plus faible. Et sûrement, cette concession-là, ça doit beaucoup plus venir de la part du pouvoir de Kinshasa, parce que le M23, eux, ils sont, et Sana vient de le dire, ils sont en rapport de force, et ils vont se dire, ben, si vous n'acceptez pas, si la vie des populations n'est pas assez importante pour vous, alors on va toujours continuer par faire le carnage, et puis bon, profiter par exploiter les ressources minières. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire des concessions. C'est ce que moi je vais demander quand même au pouvoir congolais, essayer d'accepter les concessions pour que la paix règne véritablement dans cette partie de la RDC, parce que tout tourne autour des intérêts. Tout est question des intérêts aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut savoir accepter aussi que, on perde aussi pour amener la paix, pour que les populations puissent continuer librement par vaquer à leurs occupations, pour que les enfants puissent continuer par aller à l'école, et que les centres de santé puissent être construits dans ces zones-là. Donc, le chef de l'État togolais, on va lui souhaiter une très bonne chance, parce que là, c'est une patate très, très, très chaude qui est dans sa main. Et vivement que le Saint-Esprit puisse l'assister, afin qu'il continue par avoir de très bonnes idées pour arriver à concilier les trois bords, et que le Seigneur aussi parle au cœur, parce que là véritablement il va falloir évoquer le Seigneur, que Dieu touche le cœur des décideurs, c'est-à-dire les fétiches et autres, là, pour qu'ils puissent accepter un temps soit peu de faire des concessions pour que la vie des populations soit préservée. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je vais juste rajouter un élément. Parce que vous savez, on avait critiqué en tout cas la stratégie diplomatique de Félix Tshisekedi, qui en son temps n'a pas permis en réalité de pouvoir arriver à juguler cette crise-là, et qui d'ailleurs même a milité en faveur de l'avancée du M23 au moment où on pourrait éventuellement étouffer le mal à un moment donné. Mais aujourd'hui, vous savez, cette question, même si la question est beaucoup plus orientée sur la médiation que mène le président Faure Gnassingbé dans ces localités-là, ne perdons pas de vue également que cette position tranchée que d'aucuns qualifient de populisme au sommet de l'État en RDC, parce que c'est une question essentielle et actuelle qu'il faudrait véritablement prendre en compte, le fait que aujourd'hui, dans la résolution où l'Union africaine, tout comme en tout cas les autres communautés sous-régionales, essaient de mettre cette question au centre de leurs préoccupations, interroge plus d'un. Mais vous savez, la question de subsidiarité qui devait en réalité prévaloir dans le choix d'abord du médiateur, mais également dans la résolution de cette crise-là. Mais on est allé loin, prendre le président Faure Gnassingbé loin du théâtre de conflit. Mais quelque part, c'est dire que... question régionale, est-ce que déjà les deux communautés auxquelles appartiennent essentiellement la République démocratique du Congo ne sont pas déjà impliquées, et on ne risque pas de trouver des présidents qui ont déjà pris position, parce que quand vous prenez la SADC, ils sont dans une logique d'intervention militaire. Quand vous prenez le EAC, ils sont dans une logique de plutôt, puisqu'il y a le Rwanda dedans, il faut plutôt mélanger le Rwanda pour ne pas trop le vexer. Non, mais vous avez... ce n'est pas ça aussi qui a mis. Non, vous avez tout dit, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez ces communautés-là, ce sont deux communautés divisées, et chaque pays, au regard de ses intérêts, est lié à l'un à l'autre des acteurs. Donc, de toute évidence, aucun pays ne peut pas être l'acteur clé à pouvoir concilier donc les positions. C'est ce dont je voulais donc en venir pour expliquer en réalité le fait qu'on choisisse un acteur loin du théâtre des conflits pour la médiation. Et je pense que c'est une question très essentielle. Et justement, je pense que les acteurs, si tel qu'on voudrait véritablement donc arriver à résoudre cette crise-là, devaient temporiser également les ardeurs. Ce qu'on ne constate pas. Avec ce nouveau rebondissement de Félix Tshisekedi, cela reste à interroger et à vouloir se poser la question de savoir, est-ce que Félix Tshisekedi, il est véritablement engagé à résoudre cette question par la voie pacifique, ou réellement voulait-il toujours rester dans la voie militaire? Or, nous savons véritablement qu'il est fragilisé en ce qui concerne l'aspect militaire. Je pense que le président Faure Gnassingbé, comme nous l'avons dit, c'est une question essentielle pour amener Félix Tshisekedi à pouvoir donc contribuer à la résolution de cette crise. Rapidement, vous allez me dire ce que vous pensez de la stratégie de Faure Gnassingbé, raconter de façon séparée tous les intervenants, d'abord le prédécesseur médiateur, après Tshisekedi, après Kagame, avant qu'on ne voie ce qui sera caché dans la stratégie pour la suite. C'est ce que vous en pensez. Je commence par
par vous, Sana? Non, je pense que c'est la meilleure approche, c'est-à-dire que lorsque vous héritez d'un portefeuille qui a été précédemment occupé, il faut donc naturellement ce qu'on appelle une passation de service, si on peut le dire ainsi. Donc aller comprendre ce qui a été déjà fait et les avancées, les points sur lesquels les discussions n'ont pas pu avancer, bénéficier de l'expérience de votre prédécesseur. Et donc, fort de ceci, il faut aller à la rencontre des protagonistes, essayer de voir avec eux leurs préoccupations, leurs intentions, ce qu'on peut dire jusqu'où ils sont prêts à faire des concessions pour connaître la ligne rouge de chaque protagoniste. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez établir une stratégie. Vous savez déjà les terrains d'attente de tous les protagonistes, là où il y a de possibles avancées à faire, là où ce serait difficile d'arracher des concessions. Et donc, je pense que c'est la meilleure manière de faire. Et justement, le président de la République togolaise, il a beaucoup d'atouts pour arriver à obtenir la paix à l'est de la RDC, puisqu'en réalité, lorsque vous prenez tous les acteurs qui se sont précédemment mêlés à la chose, je prends le Qatar, je prends les pays de la sous-région, d'une manière ou d'une autre, ils sont indirectement impliqués dans ce conflit. Ils sont partie prenante même de ce conflit, ce qui biaise un peu comment on appelle ou bien ce qui réduit un peu les marges de manœuvre. Donc, il fallait un acteur neutre qui n'a pas forcément d'intérêt direct et même indirect. Et donc, moi, je trouve que le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, est le profil idéal qui incarne cette neutralité-là pour faire avancer les négociations et les discussions autour du processus de paix à l'est de la RDC. Merci beaucoup, Sana. Gabin, que dites-vous de la stratégie de Faure Gnassingbé? Oui, c'est une très bonne stratégie. C'est tout à fait normal qu'il puisse faire la consultation des protagonistes de la sous-région, notamment du joueur Lourenço, le président angolais, qui aussi a essayé de jouer sa partition dans la résolution de cette crise-là. Mais peut-être que sa position géographique ne l'avantageait pas. Monsieur Faure Gnassingbé, qui vient à plus de 4000 km de cette zone-là aujourd'hui, peut-être par sa neutralité, surtout par des amitiés qui le lient à Félix Tshisekedi et aussi à Paul Kagame, a peut-être des atouts pour essayer de résoudre ce problème-là. Donc pour moi, la consultation, c'est l'arme quand même du roi, c'est ce qu'il faut pour connaître véritablement le sujet. Et peut-être, qui sait, il va encore consulter d'autres personnes dans la sous-région, d'autres présidents qui sont quand même des gens assez érudits de la situation, qui connaissent bien la zone. Donc peut-être que ce sont des trucs qui vont beaucoup plus l'avantager. Adam, rapidement, oui, je pense que c'est une bonne stratégie? Non, oui, sur le principe, c'est la stratégie idéale pour mener donc à bien cette médiation-là. Mais au même moment, je pense qu'il y a des facteurs qui militent, en tout cas en faveur de Faure Gnassingbé, notamment le fait qu'il n'y a pas de préalable. Vous allez constater qu'aucun pays ne pose sur la table de préalable avant cette négociation. C'est un très bon élément pour permettre à Faure Gnassingbé d'avancer dans ces négociations. Merci beaucoup à vous tous. Je reste avec vous, Adam Adjono, pour vos mots de fin. Non, mes mots de fin, c'est interpeller en tout cas la population togolaise plus dans sa globalité, parce que nous avons tendance à oublier les réflexes liés au fait que la population, surtout civile, doit contribuer aux côtés des forces de l'ordre de sécurité à la lutte contre le terrorisme, justement parce qu'entre-temps, on essayait donc de faire ressurgir de ces éléments, notamment lorsque l'on constate des éléments étranges dans un quartier, de pouvoir toujours faire en sorte que nos forces de l'ordre de sécurité de proximité puissent être donc alertées. Je pense que ce sont des réflexes que nous avons commencé par oublier, donc je profite de ce canal-là pour interpeller les Togolais à être toujours vigilants sur cet aspect-là, parce que le mal n'est toujours pas loin. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjono, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Sana Veguel, vos mots de fin. Ce soir, je n'ai pas de mots de fin, à part de dire bonne fin de la semaine sainte et bonne fête de la Pâque à tout le monde. Merci beaucoup. À vous, Sana Veguel Sadio Etchou, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. Gabin Adjaro, vos mots de fin.
Mes condoléances les plus attristées à tous les chrétiens, surtout spécialement aux chrétiens catholiques, par le décès du souverain pontife. Et soyons toujours dans la prière et tout ira bien. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Gabin Adjaro, juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting, merci d'être passé sur ce plateau. Merci docteur pour l'invitation. Disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin donc de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.